Et si, au fond, l'État, c'était pas la solution, mais bien le problème? C'est une idée, disons-le, assez radicale, mais qui gagne du terrain un peu partout dans le monde. Et on va voir ensemble comment elle pourrait, bien, tout simplement tout changer. Alors, quand on entend ça, un État obèse, faut bien comprendre que c'est pas juste une petite critique en passant. Non, non, c'est carrément devenu le cri de ralliement de tout un mouvement mondial, un mouvement incarné par un homme et son outil de prédilection, la tronçonneuse. Et cet homme, le voilà, Javier Milei, le tout nouveau président de l'Argentine. Alors son programme, c'est simple, il le résume en un seul geste, devenu iconique, un grand coup de tronçonneuse, symbolique bien sûr, dans les dépenses de l'État. Parce que pour lui, le vrai problème, il n'est pas à chercher à gauche ou à droite, non. L'ennemi, c'est ce qu'il appelle la caste. En gros, un groupe de privilégiés, politiques, grands patrons, syndicalistes, qui, d'après lui, profitent du système et s'enrichissent sur le dos de l'État et donc de tout le monde. Ok, mais attention, cette colère, elle ne sort pas de nulle part. Derrière la tronçonneuse, il y a une vraie philosophie, une pensée bien structurée. Et pour bien la comprendre, on va juste prendre un instant pour définir quelques termes clés. C'est important. Alors, premier point, on a tendance à tout mélanger. Libéralisme, libertarianisme, c'est pas la même chose. Le libéralisme, pour faire simple, valorise les droits de l'individu, mais souvent à l'intérieur d'un cadre étatique. Le libertarianisme, lui, c'est beaucoup plus radical. L'idée, c'est de pousser la souveraineté de l'individu à son maximum, avec un État réduit au strict minimum, voire, pour les plus extrêmes, un État qui n'existe tout simplement plus. Et même au sein des libertariens, il y a des débats. On a par exemple les minarchistes. Eux, ils acceptent l'idée d'un État, mais attention, un État veilleur de nuit. C'est-à-dire un État qui se contente du minimum vital, la police pour la sécurité, les tribunaux pour la justice et l'armée pour défendre les frontières. Et c'est tout, le reste, c'est pas son problème. Alors on pourrait croire que c'est une idée très américaine, mais en France, elle n'est pas si nouvelle que ça. En fait, elle a ressurgi par vagues. D'abord dans les années 70, avec les nouveaux économistes qui ont importé ces idées des États-Unis. Ensuite, il y a eu une tentative politique dans les années 80, portée par des gens comme Alain Madelin, mais ça n'a pas vraiment pris. Et aujourd'hui, on voit une nouvelle vague émerger avec de nouveaux think tanks, de nouveaux partis. Bon, à cette théorie, concrètement, si on appliquait ce genre de programme en France, ça ressemblerait à quoi? Justement, un think tank libéral conservateur, l'IREF, s'est posé la question et a publié un rapport qui est un véritable plan de bataille pour faire maigrir l'État. Et le chiffre qu'ils avancent, il est assez vertigineux. Ils estiment pouvoir économiser 26,8 milliards d'euros. C'est pas par an, attention, c'est le cumul sur 5 ans. Mais ça reste énorme. Pour donner un ordre de grandeur, 27 milliards, c'est plus que tout le budget annuel du ministère de la Justice. C'est colossal. Alors comment ils comptent y arriver? Le plan est assez simple. Il repose sur 3 grands leviers. Le premier, c'est la suppression pure et simple. On prend des agences jugées inefficaces ou redondantes et on ferme. Le deuxième levier, c'est la fusion. On regroupe des organismes qui font un peu la même chose pour être plus efficaces. Et enfin, le troisième levier, c'est l'austérité. Pour tout ce qui reste, on impose des coupes budgétaires très importantes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir où ils veulent couper. C'est pas du tout uniforme. En fait, plus de la moitié de toutes les économies prévues proviendraient de seulement 3 grands secteurs, la santé, l'économie et la justice. C'est vraiment là que le plus gros de l'effort se concentrerait. Et le rapport ne reste pas dans le flou, il donne des noms. Il est question par exemple de supprimer l'Agence nationale de l'habitat, ou encore les 18 agences régionales de santé. Dans d'autres cas, on parle de fusion, comme pour plusieurs grands opérateurs culturels, et même des institutions comme la banque publique BPI France ne seraient pas épargnées, avec une coupe de 25% dans leur budget. C'est très précis. Alors, on peut se demander comment ces économies sont calculées. Le rapport a une méthodologie bien à lui, avec un coefficient d'ajustement. Ça peut paraître un peu technique, mais l'idée de fond est assez simple. Ils partent du principe que le coût réel d'une commission ou d'une agence, ce n'est pas seulement son budget officiel. Il faut aussi compter tous les coûts indirects, la préparation, la logistique, etc. Et d'après leurs calculs, ça fait que le coût réel est souvent presque le double de ce qui est affiché. Un point qui est vraiment crucial, c'est le calendrier. Il ne s'agit pas de tout faire du jour au lendemain, d'un coup. C'est un plan qui est pensé sur 5 ans. On aurait une première année de préparation pour faire les audits, écrire les lois, puis, à partir de 2026, les premières coupes. Ça monterait en puissance jusqu'à atteindre un rythme de croisière en 2028, avant de consolider tout ça en 2029. C'est donc une approche progressive. Mais au-delà de tous ces chiffres, de tous ces milliards, de ces organigrammes, ce genre de projet radical, ça nous oblige à nous poser une question beaucoup plus fondamentale. La bureaucratie, finalement, c'est quoi?
un mal nécessaire ou une cage qu'on s'est construite nous-mêmes? Si on remonte un peu dans le temps, le grand sociologue Max Weber, lui, voyait la bureaucratie comme une invention absolument géniale. Pour lui, c'était la manière la plus rationnelle, la plus efficace d'organiser une société complexe. Une sorte de machine administrative parfaitement huilée qui surclasse toutes les autres formes d'organisation. Sauf que Weber a aussi vu le paradoxe, le grand danger. C'est que cette machine si efficace, si rationnelle, elle peut se transformer en ce qu'il a appelé une cage de fer. Un système tellement rigide, tellement impersonnel, qu'il en vient à étouffer la liberté, à générer de l'apathie et finalement à ne plus servir que sa propre survie. Et c'est exactement ce que dénonce le rapport de l'IREF. Il reprend cette idée en décrivant comment cette cage devient autoprotectrice, comment certaines agences publiques finissent par accumuler des ressources non pas pour remplir leur mission, mais pour assurer leur propre confort, leur propre autonomie. En gros, elles échappent au contrôle politique et deviennent de véritables États dans l'État. Mais et s'il y avait une autre facette? Est-ce qu'au fond, on déteste vraiment les règles? On peut se poser la question. Parce que face au risque d'une décision arbitraire, d'un jugement humain potentiellement injuste, la bureaucratie, avec ses règles, elle offre quelque chose de rassurant, la prévisibilité. Et il faut bien admettre qu'on est souvent les premiers à réclamer des règles plus claires, des procédures bien définies. Ce qui nous amène finalement à la question de fond, la question qui est vraiment au cœur de tout ce débat et qui est, il faut le dire, assez provocatrice. L'État moderne, est-ce que c'est un protecteur qu'il faut simplement réformer, améliorer, ou est-ce que c'est devenu une cage qu'il faudrait carrément démanteler?